Bonsoir Arnaud, Bonsoir Ali. j'espère que tu vas bien depuis notre dernière entrevue. Oui, ça va. Merci. Cette entrevue est une continuation de la Ok. précédente entrevue. Et avant de commencer cette entrevue, je voudrais demander à tous les gens qui nous visionnent d'appuyer sur la petite cloche, de s'abonner. Cela nous aide dans notre travail et nous permet de continuer toutes ces études sur cette question hautement importante. Arnaud, on a parlé du malaise que les partenaires d'Évitant ressentaient, et tu as expliqué avec brio, je pense, la genèse de ce malaise et comment est-ce qu'il s'inscrivait, si tu veux, dans une asymétrie émotionnelle et comment ça se manifestait. Maintenant, je voudrais que tu nous parles d'un thème qui, de prime abord, n'est pas nécessairement lié, mais il va l'être, puisqu'on va comprendre en quoi ce dont on va discuter va expliquer partiellement, et même plus que partiellement, les raisons de cette asymétrie. Parle-nous un tout petit peu du concept de maturation émotionnelle, c'est-à-dire que explique-nous la genèse de la maturation émotionnelle. Comment est-ce que ce processus se produit pour qu'un enfant devienne un adulte mature émotionnellement? Oui, déjà la maturation émotionnelle, c'est le chemin qu'on emprunte dans l'apprentissage pour apprendre à gérer nos émotions, à les réguler, à les comprendre. En gros, c'est ça la maturation émotionnelle. Et en fait, si on revient à la psychologie du développement, il y a plusieurs stades, notamment pour faire très bref, il y a 4 stades. Quatre stades, 3 principaux, on va dire, de 0 à 6 ans, donc la petite enfance, et puis de 6 à 12 ans pour l'enfance, et puis ensuite l'adolescence de 12 jusqu'à entre 18 et 20 ans. Et enfin, on devient l'adulte réussi, on va dire, sur ce plan de la maturation émotionnelle, si ces différents stades sont, on va dire, passés avec plus ou moins tranquillement ou pas. Voilà. En gros, c'est ça. D'accord. Et quelle est la différence dans ce processus de maturation entre les profils insécures en général et particulièrement ici l'évitant et l'anxieux et quelqu'un de sécure? Alors, pour ça, il faut revenir toujours à la psychologie du développement et donc passer chaque étape. On va dire que, en gros, de 0 à 6 ans, on découvre ses émotions. On a souvent, besoin d'aide pour pouvoir les gérer, hein. C'est les enfants qui se mettent soit à piquer de grosses colères ou à être très tristes, à pleurer. Et en fait, ils vivent plutôt leurs émotions plutôt que les comprendre. Et donc, s'ils se retrouvent avec des parents, on va dire, qui sont suffisamment sécures et dans un environnement sécure, en général, l'expression de ces émotions sera accompagnée, on va dire, plus ou moins tranquillement aussi. Et, euh, et si c'est pas le cas, hein, c'est-à-dire, on va dire, soit parents insécures ou environnement insécure, et bien déjà, le fait de pouvoir vivre ces émotions la manière de vivre des émotions va être très compliquée. Parce qu'on D'accord. n'est pas, on va dire, accompagné. On avait déjà vu précédemment les travaux de Bowlby par rapport à ça et de Mary Ainsworth qui avait c'était une étude sur des enfants qui avaient entre 12, des bébés, hein, entre 12 et 18 mois. Donc là, on se retrouve bien dans le stade de la petite enfance. Et ici, l'enjeu, c'est vraiment la sécurité. La sécurité émotionnelle. La sécurité émotionnelle, justement, pour pouvoir vivre cette première période de découverte des émotions. D'accord. Donc, on va dire que si on n'est pas dans une situation, un environnement suffisamment sécure, avec des parents suffisamment sécures, déjà, on va déjà bloquer. C'est le premier stade où on peut déjà bloquer par rapport à la... C'est très, très, très jeune, ça. Bah oui, OK. mais les études de Bowlby étaient faites sur des bébés, sur des enfants très très jeunes. D'accord. OK. Et donc voilà, et déjà à ce moment-là, on peut, soit devenir plutôt anxieux, soit
déjà apparaître, donner des signes d'évitement, d'évitement des émotions, puisqu'on a découvert des émotions. Ces émotions sont par exemple trop importantes pour la personne évitante, enfin, pour l'enfant évitant, le petit enfant évitant. Et donc, ça va être pour lui très compliqué à gérer ça. Donc, c'est des émotions. La découverte, déjà, il y a déjà un premier écueil, c'est que la découverte ne se fait pas correctement puisque ça apparaît comme étant quelque chose de beaucoup trop fort pour son système nerveux. D'accord. Et donc, il va déjà essayer de gérer avec une distance. Là, on parle déjà à un âge extrêmement précoce. Oui, tout à fait. D'accord. Tout à fait. Et pour l'anxieux, lui, au contraire, il va les vivre intensément. Mais par contre, c'est très compliqué aussi, mais dans l'autre sens, c'est dans l'extrême. Il vit ça de manière aussi très compliquée, mais sur le plan de l'intensité plutôt. C'est ça. Et le sécure? Et le sécure, ben, lui, en fait, il se retrouve dans quelque chose de plutôt sécurisant. Et donc, il arrive lorsqu'il a une tristesse ou lorsqu'il a une colère, eh ben, il est bien accompagné dans un environnement plutôt sécure. Et donc, il peut s'autoriser à vivre ses émotions tranquillement. D'accord. OK. Donc, tu veux dire que chez l'évitant, l'âge émotionnel, à proprement parler, bon, tu m'as parlé ici d'un âge extrêmement précoce, donc ce processus de maturation, il s'est bloqué à un moment donné. Oui, c'est ça. Il se bloque à un moment donné, effectivement. Pardon. Donc, il se bloque à un moment donné. Et moi, j'ai quelques études par rapport à ça, mais est-ce que, quand on dit qu'il se bloque à un moment donné, on parle, enfin en tout cas, certaines études, parce que bon, elles sont un peu contradictoires, mais bon, elles sont plus ou moins toutes cohérentes, elles situent cela plus ou moins à l'âge de 8 ans. C'est-à-dire, on a vraiment en fait quelque chose d'assez extraordinaire, parce que en général, tu as même vu, tu es thérapeute, tu es psychologue clinicien, tu as eu beaucoup d'expériences et tu as quand même vu beaucoup d'évitants qui étaient des gens brillants sur le plan professionnel, des gens brillants sur le plan intellectuel, PDG peut-être d'entreprise, des gens qui ont très bien réussi leur vie dans tous les domaines. Mais dès qu'il s'agit de la relation, effectivement, il y a quelque chose mais de complètement décalé. Et c'est tellement fort, on va dire, ça dénote tellement du reste de leur domaine dans lequel ils sont très, 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 très développés. Est-ce que, selon toi, c'est une des raisons qui explique en fait tous les processus qui mènent justement à ce malaise relationnel dont on a parlé dans l'émission précédente, selon toi? Oui, enfin, de toute façon, c'est lié, hein. Mais pour ça, il faut peut-être passer par la deuxième phase du développement de l'enfant, Oui. De 6 à 12 ans, OK. où on est plutôt là dans l'apprentissage au contrôle émotionnel. Ah, Hein. OK, oui, Donc, c'est un élément important, cela, oui. Donc on passe donc à l'école, hein, je veux dire, on apprend à lire, à écrire, on apprend les règles, on apprend toute une série de choses. Et en fait, là, on apprend à pouvoir tout doucement mettre des mots sur ses émotions. Mhm. Donc, ce dont tu parles, on pourrait dire que, par exemple, pour l'enfant évitant, dans cette période-là, il peut être quelqu'un qui fonctionne bien, voire extrêmement bien sur le plan purement cognitif. Mhm. Donc, ça se passe bien pour lui à l'école, on va dire, d'une manière générale. Et c'est une manière de compenser une dimension émotionnelle D'accord. qui, elle, reste, on va dire, plutôt enfouie, plutôt inhibée. D'accord. OK. Mais ici, je vais te citer une étude, Arnaud, tu vas me dire ce que tu en penses, parce que ce que tu dis est documenté, et il est documenté d'une manière même très exhaustive. Je ne vais pas citer toutes les études, parce qu'il y en a énormément. Une étude de Luminet, Bagby et Taylor en 2001. C'est en anglais le titre de l'étude, mais on pourra la donner éventuellement en commentaire à ceux qui sont intéressés. Donc c'est une étude de 2001. Qu'est-ce qu'elle montre? Les évitants présentent une alexithymie partielle, c'est-à-dire une difficulté structurelle à identifier et nommer les émotions. Donc l'étude, si tu veux, Luminet et ses collaborateurs en 2001 ont documenté que les évitants présentent ce qu'on appelle une alexithymie partielle, donc ce qu'on vient de dire. Ce n'est pas du refoulement conscient, c'est quasiment neurologique. C'est-à-dire, en fait, ça se passe vraiment, on va dire, d'une manière très, on va dire, avant même, si tu veux, que ça rentre dans la conscience, en fait.
quand je demande, par exemple, quand on demande à un évitant, d'ailleurs on a eu beaucoup ça, je pense, enfin toi tu as eu beaucoup ça en thérapie, moi j'ai eu ça peut-être dans beaucoup de commentaires, d'interviews que je vois, qu'est-ce que tu ressens, point d'interrogation pour quelqu'un. Un adulte mature peut répondre même avec difficulté, mais il peut y répondre. C'est quelque chose où on peut répondre à cette question. L'évitant dit sincèrement, je ne sais pas. Oui. Oui, parce que pour ça, il faut te connecter à soi. C'est toujours la même chose, hein. Donc ici, l'alexithymie, c'est vraiment des patients qui ont du mal à pouvoir décrire ce qu'ils peuvent ressentir, puisqu'ils n'arrivent pas à mettre le doigt sur ce qu'ils ressentent. D'accord. Donc ça va souvent être des patients taiseux et qui vont plutôt demander aux psychologues de parler plutôt qu'eux-mêmes, quoi. Donc c'est plutôt ça. Mais lorsqu'on leur pose des questions, c'est très très compliqué. Il n'y a pratiquement pas de réponse qui sortent, ou alors c'est des réponses très brèves, mais pas du tout élaborées et pas adaptées au contexte d'une thérapie, par exemple. D'accord, mais le problème, c'est qu'à partir du moment où tu commences à interagir avec un autre être humain, et que de prime abord, cette espèce de, on va dire, cette espèce de blocage émotionnel dans le processus de maturation n'est pas du tout visible, puisqu'en fait, comme on l'a dit, tu es face à des gens qui ont l'air extrêmement stables, extrêmement ancrés dans tous les domaines de leur vie, et que certaines discussions à caractère émotionnel commencent, le partenaire voit des réponses, voit des comportements qui semblent extrêmement, peut-être que le mot folle ou fou peut être un peu trop exagéré, mais on voit des comportements, des réponses qui sont lunaires, carrément. On se dit vraiment, mais comment est-ce possible ? Est-ce que tu as constaté cela également dans les je dirais, dans les thérapies, dans les... C'est plutôt raconté par les partenaires. Les partenaires d'évitants. C'est ça. Oui, ça se passe plutôt là, mais bon, enfin, il y a des choses, par exemple, qui sont visibles. Chez l'évitant, ou pour revenir à l'alexithymie, il y a une fermeture émotionnelle. D'accord. On peut voir. Ça, c'est quand même très flagrant. C'est ça. Voilà, donc mais en même temps, dans les relations avec les évitants, comme ça, au premier abord, on peut par moments sentir cette fermeture. Donc il y a à la fois un enthousiasme dans la période de lune de miel, par exemple, mais à la fois, lorsqu'on pose des fois certaines questions, certains échanges, on sent qu'il y a une sorte de dissonance. Oui. Et des fois, on sent d'un seul coup arriver soudainement une fermeture émotionnelle. C'est très fréquent. C'est très fréquent. Donc, ils sont très mal à l'aise. Et justement, là, je te cite une étude, parce qu'elle me semble quand même assez intéressante, Arnaud, parce que tu fais beaucoup le lien toi-même avec les peurs, mais ici, il y a une étude de Gilliatt, Bunk, Shaver, Wendelken, je ne le connaissais pas, lui par contre, Mikulincer en 2005. Donc c'est une étude qui n'est pas trop ancienne. Et qu'est-ce qu'elle montre ? L'imagerie cérébrale montre l'activation massive de l'amygdale, donc le centre de la peur, chez les évitants, face aux stimuli émotionnels. En fait, c'est vraiment une peur. On ne parle pas de juste un inconfort, on parle de quelque chose qui est beaucoup plus fort qu'un inconfort. Carrément, il y a une sorte de peur. Donc, Gilliatt et ses collègues ont utilisé l'imagerie cérébrale, donc c'est carrément de l'IRM, pour montrer que les évitants ont une activation de l'amygdale, le centre de la peur, significativement plus élevée face aux stimuli émotionnels. Leur cerveau réagit à l'émotion comme, écoute bien, un danger existentiel. Donc, on est carrément de l'ordre de... Il y a un danger existentiel pour moi. Donc, c'est pas métaphorique, c'est vraiment littéral, en fait. Oui, mais on revient toujours à la petite enfance, c'est ce qui s'y passe là pour l'évitant. C'est l'enfant de 6 ans qui, face à sa maman, pleure et panique et qui fuit. Donc l'évitant fait exactement pareil, en fait. Oui. C'est ça, Oui, on est tout à fait dans quelque chose de cet ordre-là, oui. Oui. Et donc, quand, à un moment donné, le partenaire commence à apercevoir ce genre de choses, comment est-ce qu'à un moment donné, je dirais, comment est-ce que l'évitant va gérer cette phase-là ? C'est-à-dire qu'il va sentir qu'il s'active. Oui, mais qu'est-ce qu'il vit exactement, cet adulte, quand tu dis le partenaire ? Le partenaire, à un moment donné, il commence à avoir des discussions de couple, c'est-à-dire des discussions relationnelles. Dans ces discussions relationnelles, tu peux avoir des discussions sur la manière dont on voit l'avenir, la manière dont on compte éventuellement s'engager, comment est-ce qu'on compte avancer ensemble. Donc, tu sais, des discussions relationnelles qui sont liées
non pas au train-train quotidien Ok, donc un truc beaucoup plus émotionnel, on va quelque dire, chose de plus émotionnel. avec si un tu veux. engagement. Voilà, c'est ça, un engagement émotionnel plus important. Et donc là, on a l'impression, si tu veux, qu'on parle d'une... En fait, là, on voit, si tu veux, des formes d'activation, si tu veux, de l'évitement. Bon. Oui, Et ces activations sont extrêmement décalées par rapport à l'espèce de calme, l'image lisse de la personne qu'on a en face de nous. oui, c'est ça. C'est ça, hein? Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est que en fait, il y a une adaptation au monde externe, c'est-à-dire je me présente comme un personnage plutôt passe-partout. D'accord. Euh, mais du coup, ça fait que je n'exprime pas réellement mes besoins. Mhm. Je mets pas en avant des opinions qui vont à l'encontre de la norme. D'accord. J'essaie de me fondre en fait dans un groupe ou plusieurs groupes hein, d'ailleurs, Mhm. mais sans apparaître comme étant une entité différenciée. Ce qui arrive notamment à l'adolescence, à la période d'adolescence, en ce qui concerne le développement. Hein. Oui. Mhm. Il y a ce qui se joue à l'âge de l'adolescence justement. Hein, c'est la capacité à pouvoir se différencier. C'est ça. D'accord. Voilà. Oui. Notamment créer donc son identité, mais donc ça passe par ses goûts, par ses besoins et les exprimer. Donc se différencier, ça veut dire je suis différent de toi. Hein. Pour l'évitant, c'est compliqué ça. Parce que justement, on avait parlé du faux self par rapport à ça, hein, on ne va pas revenir là-dessus, mais bon, en gros, au lieu de me différencier, je me conforme. Mais c'est une sorte d'adaptation qui est un peu artificielle. Oui, oui, artificiel, mais c'est pour pouvoir survivre dans ce monde. Alors, c'est très intéressant parce que, OK, on peut mettre en place, si tu veux, une adaptation artificielle qui a l'air fonctionnelle, mais au moment où on rentre en relation, bon, le problème de la relation, c'est que par définition, elle est un peu plus, on va dire, elle est un peu plus intense qu'une simple amitié. Donc, on passe plus de temps avec quelqu'un, on va avoir des discussions. Et bien évidemment, comme dans toute relation humaine, il peut y avoir des tensions, des frictions. Et semblerait-il, si tu veux, qu'à partir de ces frictions, de ces tensions, l'évitant va ne pas du tout tolérer cet inconfort. Exactement, mais donc, Oui. Mais donc un adulte mature peut tolérer l'inconfort oui. sans nécessairement se sentir menacé. Oui, Okay. Et lui, par contre, non. C'est-à-dire qu'en fait, il se retrouve dans un inconfort, et cet inconfort le fait se sentir menacé. oui, 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 c'est ça. Mais en fait, le rapport au monde social, donc c'est-à-dire aux amis, au travail, tout ça, on peut le ramener à sa période adolescentaire, D'accord, oui. hein, où il apprend à être un personnage plutôt conforme, normé, plutôt lisse, passe-partout, hein, je disais. Sans créer de vagues quelconques, mais donc ça veut dire il le fait au prix de sa propre identité personnelle, au prix de la différenciation. D'accord. Le rapport sur le plan relationnel amoureux, ça se fait plutôt, ça nous renvoie plutôt à l'enfance, à la petite enfance. À la petite enfance et à l'enfance, à ces stades-là. Parce qu'à ces stades-là, c'est justement le fait de se retrouver en lien plutôt qu'en relation. Hein, par recherche de sécurité, je suis dans un endroit que je trouve insécure, puisque je suis dans cette situation d'insécurité interne, que ce soit d'ailleurs réelle ou pas. Hein, c'est la manière dont je ressens les choses. Eh ben, je me mets à distance. Et donc, la relation amoureuse plus tard, elle fait plutôt mention, elle se rapporte plutôt à cette première phase de la petite enfance et enfance. Oui, mais Arnaud, il me semble que si ce processus de maturation émotionnelle se bloque, cela va quand même avoir un impact significatif. Bon, on en a beaucoup parlé, mais on ne l'avait pas nécessairement relié à cet élément dont on parle aujourd'hui. On va dire on ne l'avait pas relié directement, même si on en avait beaucoup parlé en privé et on connaissait évidemment le sujet. Aujourd'hui, on a décidé de faire une entrevue là-dessus. Mais c'est logique que cela provoque toute une série de malaises dans la relation, puisqu'en fait, toute une série de concepts relationnels que peut-être, certes, je sais que ce mot n'est plus à la mode, mais bon, il va quand même falloir l'utiliser normal dans une relation, si tu veux, vont devenir des sources de tension
dans la relation à l'évitant. C'est-à-dire, en fait, prenons l'exemple de la réciprocité. Mhm. Un enfant n'est pas dans la réciprocité. Par exemple, quelqu'un Donc, quand nous, on va parler de réciprocité, on a une certaine vision de la réciprocité. Et je pense même que la plupart des évitants avec qui on a pu... que tu as pu suivre, toi, Salaheddine, moi. Alors moi, je les ai pas suivis comme vous, parce que vous êtes les thérapeutes, mais toi, tu es un psychologue clinicien, Salaheddine est coach, mais vous avez suivi des évitants. Vous avez vu que, par exemple, dans la réciprocité, lorsqu'on parle théoriquement de la réciprocité, ils savent ce que c'est, mais émotionnellement, non. Ça veut dire, en fait, ils savent pas qu'est-ce que la réciprocité émotionnelle. Ils comprennent même pas de quoi on parle. Oui, donc on toujours renvoyer à la petite enfance. La petite enfance, le parent est là pour aider l'enfant à pouvoir l'accompagner dans la découverte de ses émotions et dans la gestion de ses premières émotions. D'accord. En fait, ce qui est assez particulier, c'est que on peut retrouver cette même réalité dans une relation amoureuse avec un évitant. C'est-à-dire que il a besoin, et c'est comme s'il se retrouvait dans la situation de cet enfant avec son parent. D'accord. Donc une recherche de sécurité, d'être accompagné un peu comme un enfant sur le plan émotionnel. Il rejoue une scène primale, en fait, à nouveau. Oui, il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais c'est très intéressant parce qu'alors... Donc il a besoin d'aide, c'est ça que ça veut dire. En réalité, dans une relation amoureuse, on va dire qu'il y a une certaine symétrie dans la relation, en général sur le plan cognitif et sur le plan émotionnel. C'est pas toujours le cas, mais bon, en général. Et ici, sur le plan cognitif, il n'y a aucun problème, en général. c'est ça. Pas de problème. Par contre, sur le plan émotionnel, on peut des fois déceler, c'est beaucoup rapporté aussi par les partenaires d'évitant, un comportement enfantin. Mais enfantin dans le sens première phase du développement, la psychologie de l'enfant. C'est-à-dire avec une découverte des émotions, c'est comme si ces émotions étaient toujours aussi vives que lorsqu'il était dans la petite enfance. C'est ça que ça déclenche en fait une relation amoureuse pour un évitant. Cette première partie-là de la vie. C'est très intéressant ce que tu dis. Donc ça explique aussi un rapport assez particulier justement à ces notions telles que l'unidirectionnalité, tout doit aller dans un sens, il n'y a pas vraiment de compromis possible. C'est l'enfant. C'est L'enfant, oui. effectivement, c'est unidirectionnel. C'est ça. Il n'est pas là pour faire de la réciprocité, il a besoin de l'aide d'un adulte, en l'occurrence ici les parents, et ça va dans un sens. Oui, c'est-à-dire que... Donc on revit ça dans la période relation amoureuse. On se dit, mais tiens, il a l'air, comment dire, j'ai l'impression qu'il ne comprend pas mes émotions, il n'entend pas mes besoins, et j'ai l'impression qu'il ne me voit pas. Et parce qu'il revient à cette période enfantine, sur le plan émotionnel, c'est important de, oui, le plan de bien distinguer, oui, c'est ça. et pas du tout sur le plan cognitif. D'ailleurs, c'est ce qui peut être souvent déstabilisant, c'est qu'on peut avoir sur le plan cognitif, des fois, on va dire, un haut degré cognitif, c'est-à-dire quelque chose qui fonctionne extrêmement bien. C'est pour ça d'ailleurs que, en général, ils réussissent bien à l'école, ils ont des bons boulots, ça se passe bien au travail. Ça veut dire que ça fonctionne parfaitement bien, comme un adulte. Oui, oui. Mais sur le plan émotionnel, ça renvoie directement à quelque chose d'autre, c'est-à-dire à la petite enfance. Du coup, on a une sorte de dissonance entre un appareil cognitif qui fonctionne bien, voire très bien, et un appareil émotionnel qui fonctionne pas très bien parce qu'en fait, il n'a pas été... on est resté au stade de la petite enfance et il n'y a pas eu d'expérimentation de ces émotions, puisqu'on a décidé de les garder à l'intérieur, de les réfréner, de les réprimer. Donc il n'y a jamais la dimension expérientielle qui peut arriver. Et donc elle réapparaît sur le plan de la relation amoureuse et pas réellement sur le plan de l'adolescence, puisque là on se conforme. D'accord, ok. Mais donc, quand toi, en tant que psychologue clinicien, thérapeute de couple, sexologue, là j'étais juste, c'est pas vraiment utile dans ce sujet, Oui, mais comment arrives-tu, parce que ça m'a l'air, parce que je suis pas psychologue, donc je connais pas ce sujet-là comme toi, comment arrives-tu à reconnecter cela? C'est-à-dire, est-ce qu'au moment où tu tentes de reconnecter cela, l'évitant ne va pas percevoir cela comme
comme une menace existentielle, voire donc une possibilité d'effondrement total et psychique de tout son système, puisque tout ce système a été mis en place pour paraître normal, tout ce système a été mis en place pour ne pas montrer, si tu veux, finalement, cette espèce d'intuition qu'ils ont que quelque chose ne va pas, mais ils n'arrivent pas nécessairement à lier cela à tout ce que tu viens de décrire. C'est pour ça c'est un grand... D'abord, c'est un ancrage. Un ancrage, on ne le change pas du jour au lendemain. Donc, celui qui arrive en disant, voilà, théorie brève, thérapie brève, et tout se passera bien. Après, ça ne marche pas. Ben, c'est pas possible. Ouais. Parce que c'est quelque chose qui est ancré depuis longtemps. Par contre, on peut apprendre donc donner peut-être ici des... Enfin, moi, en tout cas, dans le travail, c'est plutôt un travail de psychoéducation qui est très important. La psychoéducation, c'est vraiment d'essayer d'exprimer, d'essayer d'expliquer ce qui se passe, hein, donc une compréhension des différents phénomènes qui sont mis en jeu pour faire prendre d'abord conscience à l'évitant de ce dans quoi il est et de pouvoir voir s'il se retrouve ou pas là-dedans. Hein, donc on ne vient pas avec de la théorie, on dit voilà, c'est comme ça que ça se passe, ne discutez pas. Non, c'est une interaction, mais quand même, bon, c'est toujours les mêmes schémas en général. Donc, et donc ce travail de psychoéducation, il est long. On ne parle pas de petites choses. Oui. On a développé toute une série de thèmes. C'est comme si on pouvait prendre la question par chaque bout qui prendrait le titre de chaque thème qu'on a développé dans les vidéos. Tu vois ? Donc on pourrait parler du confort psychologique, on pourrait parler des besoins, on pourrait parler de plein de choses, du paradoxe, etc. etc. Donc ici, c'est d'essayer d'abord d'expliquer la genèse du problème, de voir en même temps si cela est confirmé par le patient, et si oui, de quelle manière. Ok, d'accord. Donc ça, c'est le premier travail à faire. Il faut une prise de conscience de ce qui se passe. Parce que le plus grand problème pour la personne évitante, c'est qu'en fait, beaucoup ne sont pas du tout conscients de ce qui se passe. C'est ça. Ils ont l'impression d'être maltraités par leur partenaire. Je ne dis pas que ça ne peut pas arriver, hein, mais beaucoup ne comprennent absolument pas ce qu'on leur veut. Hein. Et donc, c'est pour ça que c'est important d'essayer d'expliquer ce dans quoi ils sont, et puis la position aussi du partenaire. Ok, le partenaire vous reproche quoi exactement? Ok, elle dit ceci, elle dit cela, et donc essayer d'expliquer aussi la position du partenaire. Mais pour ça, il faut avoir la capacité de voir la manière dont l'autre comprend les choses. Et donc c'est important pour l'évitant de se dire, tiens, voilà, mon partenaire a cette manière de voir, il me reproche ceci exactement, ça veut dire ça. Et donc le thérapeute, finalement, essaye de faire un travail ici de traduction des plaintes du partenaire. Mais on voit souvent le partenaire, en tout cas les évitants, nous répondre à cela. S'il a ces demandes-là, c'est qu'il est incompatible avec moi. Ça veut dire que, au lieu éventuellement d'interroger sa structure interne, qui est en fait une sorte de kryptonite dont on ne peut pas vraiment parler, puisque ça risque de toucher à des choses extrêmement sensibles et les activer, on préfère, si tu veux, toujours trouver soit le problème chez le partenaire, et si ce n'est pas le partenaire, c'est l'incompatibilité entre deux individus. C'est-à-dire que la seule chose qu'on ne va pas aller explorer, c'est justement ce mécanisme-là dont tu parles. Et c'est pour ça que je te demandais comment, en tant que psychologue clinicien, tu pouvais arriver, j'ai compris ce que tu viens de dire, donc tu fais prendre conscience à l'évitant. Donc de sa manière de fonctionner à lui, et à la fois la traduction des plaintes du partenaire. C'est ça. Ok. Rien que ça déjà, c'est pareil. Ce que je veux dire, c'est déjà du travail. Rien que ça. Et on est au début des choses. Mais Ardo, ici, je vais te citer une étude. Tu vas me dire ce que tu en penses. Bon, on vient d'en parler, mais c'est étayé. Donc, ça veut dire que c'est pas juste des observations cliniques, tout ce qu'on est en train de dire. C'est pas juste des observations et des interprétations individuelles. Non, il y a des études qui vont dans ce sens-là. Mais justement, Collins et Freeney, en 2004, l'étude est en anglais encore une fois. Bon, je l'ai traduite en français, en partiellement. Qu'est-ce qu'elle montre, l'étude? Les évitants perçoivent les demandes relationnelles, entre guillemets, normales, on vient de dire, comme intrusives ou contrôlantes. Donc, c'est un biais perceptif automatique, en fait. Exactement. Intrusion. C'est une intrusion. Voilà. Donc, Collins et Freeney ont démontré en 2004 que les évitants ont un biais perceptif automatique. Ils perçoivent les demandes relationnelles, même les plus neutres,
comme intrusive ou contrôlante. Pour un système émotionnel adulte, par exemple, où est-ce qu'on en est dans la relation? Une question simple. Où est-ce qu'on en est? C'est une question banale. Pour un système émotionnel peu développé, ou voire enfantin, comme tu as pu éventuellement le dire, c'est une menace. Donc imagine qu'on demande à un enfant de 7 ans, par exemple, comment est-ce qu'on va gérer les impôts d'une entreprise, il paniquerait. C'est-à-dire, en fait, il ne sait pas comment faire ça. Tu vois? Il y a Oui. quelque chose de cet ordre-là. Oui. Mais est-ce qu'on vraiment on se rend compte de l'impact de cela sur la relation? Mais c'est abyssal, en fait. C'est énorme. C'est-à-dire que ça rend toute relation émotionnellement engagée quasiment, je dirais, c'est même pas très problématique, c'est quasiment pas possible sans travail. Non, non, c'est pas du tout possible sans travail. Ok, là on a carrément. Oui, mais ça il faut le bien- dire. Oui, il faut le dire. Ok. Il faut le dire, c'est important. C'est important. Et c'est vrai que dans la relation, on vit des complications. L'évitant vit des complications parce qu'il est fortement impacté sur le Mhm. plan émotionnel. Donc, je disais que ça renvoyait à la première partie du développement de l'enfant, hein, c'est-à-dire la petite enfance. Et des fois, pour se tranquilliser, pour se calmer, hein, je suis incompatible avec toi. Qu'est-ce que va souvent faire l'évitant? Il va se retrouver dans la troisième phase de son développement, Mhm. c'est-à-dire le développement adolescentaire, où il a pu se conformer à la norme. Ok. Donc, je vais voir des amis, mais qui ont très peu d'impact émotionnel sur moi. Ça, c'est une période de leur vie où, en fait, ils ont pu passer pour un personnage, on va dire, enfin, comme un personnage plutôt lisse, mais en même temps, sans dimension émotionnelle qui avait, par exemple, dans laquelle il y avait plutôt une grande intensité, pas d'intensité du tout. Par contre, je peux me connecter aux autres tout en ayant la distance émotionnelle suffisante. Alors ici, quand tu parles de distance émotionnelle, tu parles d'un certain contrôle. Oui, un contrôle de la relation, c'est-à-dire ça ne m'implique pas, on ne me demande rien du tout. J'ai pas besoin d'être vulnérable. Pas besoin d'être vulnérable parce que mes amis ne me demandent pas d'être vulnérable. C'est ça. Hein. Donc voilà. Et donc c'est lorsqu'on se retrouve dans une situation où on a été euh, beaucoup trop torturé, on va dire, sur le plan émotionnel par le partenaire. Parce que c'est vécu comme ça. Hein. Le sentiment d'être intrusé, le sentiment d'être contrôlé, le sentiment de ne pas correspondre à moi, en fait, c'est simplement que tu m'actives et tu me ramènes au stade de la petite enfance, à l'époque de la découverte des émotions. Waouh. Oui, Et donc de l'incapacité de gérer ces émotions-là. c'est ça. Alors, Arnaud, justement, sur cette question de réciprocité, on dit un enfant ne peut pas être dans la réciprocité, il n'est pas dans la réciprocité. Sinon, un enfant n'est pas censé être dans la réciprocité. Ici, il y a une étude qui est quand même importante. Hein, Et encore moins dans la petite enfance. Et encore moins Dans l'enfance, ça commence hein, quand même, mais dans la petite enfance, bah, évidemment non. Alors, regarde une étude de 2005, Mikulincer, Shaver, Gilliat, Nitzberg, 2005. Hein. Je ne cite pas l'étude en anglais. Qu'est-ce qu'elle montre, l'étude? Les évitants ont une empathie cognitive préservée, ils comprennent parfaitement, intellectuellement, qu'est-ce que l'empathie, mais une empathie affective défaillante. D'accord? Mikulincer et Shaver en 2005 ont montré que les évitants ont une empathie. Et en fait, ils comprennent intellectuellement que l'autre souffre, mais une empathie défaillante, une empathie affective défaillante, ils ne le ressentent pas vraiment. Donc c'est cette dissociation entre ce qu'ils ne ressentent, en tout cas ce qu'ils ne ressentent pas, et le fait qu'ils comprennent intellectuellement, qui empêche la réciprocité authentique. Oui, mais parce que déjà, pour eux, ne peuvent pas vivre en fait ça. Donc, c'est-à-dire, pour pouvoir ressentir quelque chose chez l'autre, il faut que je puisse d'abord le ressentir chez moi. Tout à fait. Mais si j'ai passé mon temps justement dans une perspective d'autopréservation, hein, de protection de soi, de survie, un mécanisme de défense, en gros, j'ai passé mon temps à réfréner, à réprimer mes émotions. Ça veut dire que je ne les ai pas déposées sur la table pour pouvoir au moins les observer, au moins les comprendre. Hein. Oui, c'est ça. Donc, comment est-ce que je peux comprendre les émotions de mon partenaire si je ne comprends pas mes propres émotions et que j'ai passé mon temps à les fuir? Ben, c'est justement la conclusion de l'étude, c'est-à-dire que pour être dans la réciprocité, voilà, donc si on doit définir, si tu veux, la réciprocité, il faut voir les besoins de l'autre.
il faut se sentir concerné. Donc on ne peut pas dire ton problème c'est ton problème, mon problème c'est mon problème. Tolérer l'inconfort de s'ajuster. Donc savoir que tout ajustement requiert en fait un inconfort. Et la quatrième chose, c'est d'agir. Oui. Le problème, c'est que l'évitant échoue à toutes les étapes. Mais oui, mais parce que déjà dans la petite enfance, les choses ne sont pas passées correctement. C'est ça. C'est ça. Mais donc, en réalité, l'absence de réciprocité émotionnelle que le partenaire ressent vient essentiellement de cela. C'est-à-dire vient essentiellement justement de cet âge émotionnel. Tu peux répéter le début de ton... Je n'ai pas compris le début de ce que tu as dit. Non, donc je disais, l'asymétrie émotionnelle, c'est-à-dire ce manque de réciprocité que les partenaires ressentent, viennent essentiellement de cet âge émotionnel qui s'est bloqué. Oui, on peut dire ça. On peut dire ça. Oui, ça s'est pas passé. Ça s'est pas passé comme il faut, et donc... Oui, en fait, un adulte qui a passé les étapes, on va dire, avec brio ou tout simplement correctement, ben, il arrive à se réguler seul plus tard, il arrive à parler de ses besoins, il arrive à parler de ses émotions, il arrive à exprimer, à parler de ses blessures, il arrive à mettre des limites. C'est toute une série de choses qu'un adulte pour qui tout s'est correctement passé au niveau du développement, la psychologie du développement, peut mettre en place, et donc il peut vivre beaucoup plus tranquillement en relation, puisqu'il sait mettre des mots. Il sait mettre des mots sur ce qu'il ressent. Il peut aussi comprendre les émotions de l'autre. Il comprend ses propres émotions. Il comprend les émotions de l'autre. Il sait utiliser ses émotions pour relationner. Il peut... donc tout ça, c'est quand les choses se sont bien passées. Mais pour quelqu'un pour qui ça ne s'est pas bien passé, par exemple, on voit des gens qui vont être extrêmement impulsifs, tout le temps en colère. Il y a une négation des émotions de l'autre, etc., etc. Donc ça ne donne pas toujours plus tard des évitants. C'est pas parce que ça ne s'est pas bien passé au niveau de la psychologie du développement, et notamment dans la petite enfance, que ça va donner un évitant. Ça peut donner plein de profils différents. L'évitant, c'est un des profils qui peut ressortir d'un process qui ne s'est pas bien passé au niveau de la psychologie du développement. Les différents stades, en tout cas. C'est ça. Alors, un autre point que beaucoup de partenaires d'évitants rapportent, on voit ça d'ailleurs dans les commentaires et dans les interviews, c'est l'apparence d'égocentrisme, l'égocentrisme apparent qu'on peut voir dans la relation à l'évitant. Est-ce que c'est de l'égocentrisme ou c'est de l'immaturité ? Donc, de toute façon, lorsqu'on arrive à l'âge adulte et qu'on n'a pas passé ces différents stades correctement, on est dans une immaturité émotionnelle. Ok. Voilà. Et ça ne concerne pas uniquement l'évitant. Voilà. Quelqu'un qui est, par exemple, qui est impulsif, qui s'énerve tout le temps, c'est aussi de l'immaturité émotionnelle. Tout à fait, oui. Pourtant, c'est pas un truc d'évitant. Oui, mais celui qui se met en colère, en général, quand on lui dit c'est pas correct ce que tu fais, il peut réfléchir à ça et essayer de faire des efforts. C'est plus facile. Alors, il peut travailler, mais il y a des gens chez qui, certains profils, notamment dans les personnalités, je veux dire, voilà, l'impulsivité, on peut y revenir le nombre de fois, ça ne changera pas grand-chose. C'est ça, c'est très ancré, quoi. Ils entendent, mais c'est un ancrage. Donc, voilà. C'est ça. Mais donc, cette espèce je dirais, d'égocentrisme que les partenaires ressentent, c'est de l'immaturité ou c'est de l'égocentrisme ? Oui, non, c'est plutôt de l'immaturité et c'est directement lié à la petite enfance. Ok. L'enfant, l'enfant est plus ou moins centré sur lui. Il est autocentré, l'enfant. Ok, voilà, c'est ça. Donc, l'enfant est autocentré. Ah oui, l'enfant est autocentré. Donc, la petite enfance, ça, c'est clair. Oui, mais donc ça explique aussi pourquoi, parce que l'étude ici de 1994, Cassidy et Berlin, qu'est-ce que montre l'étude ? Les patterns d'attachement insécure sont associés à des difficultés persistantes de décentration cognitive. Ça veut dire on a du mal à se décentrer de nous-mêmes. Bon, ici, il parle des attachements insécures en général, donc difficulté à adopter la perspective d'autrui.
Donc, Cassidy et Berlin ont documenté que les patterns d'attachement insécures sont associés à des difficultés persistantes de décentration cognitive. Il parle plutôt de l'évitant ici. Donc, il parlait d'insécure, mais ici, il parle de l'évitant. L'évitant peine à sortir de sa propre perspective pour vraiment adopter celle de l'autre. Ce n'est pas de l'égoïsme moral comme chez le narcissique qui voit, mais il s'en fiche. C'est de l'égocentrisme développemental. Il ne le voit littéralement pas, comme un enfant de 7 ans, selon Piaget, qui pense que tout le monde voit ce qu'il voit. Exactement. Exactement. C'est vraiment ça. Oui, non, on est vraiment dans quelque chose de cet ordre-là. Donc, on est enfant, on est dans la petite enfance, on est auto-centré. Et effectivement, après, dans l'enfance, c'est d'autres choses qui se mettent en place. Et c'est plutôt pouvoir maîtriser ses propres émotions, mais c'est surtout aussi pouvoir se comparer aux autres. On peut se comparer aux autres, on voit ce qui se passe autour de nous. C'est ça. Hein, pour l'évitant, ici, il y a une fermeture de la dimension émotionnelle. Donc, en fait, c'est comme si on ne quittait pas la petite enfance sur le plan émotionnel. Même en passant au stade de l'enfance. On est toujours dans la petite enfance. Et à chaque étape, en fait, on va trouver des manières de procéder pour pouvoir passer inaperçu. Mais donc, ça veut dire concrètement, Arnaud, que la dernière fois, lorsque tu nous as parlé de la distinction entre la relation et le lien, sans même le nommer, finalement, ce qui serait un peu plus fonctionnel dans une relation à un évitant qui n'a pas fait un travail sur lui, c'est plutôt le lien. Oui, mais de toute façon, il est dans le lien par définition. C'est ça. Il est dans le lien par définition, pour tout ce qu'on a déjà, par rapport à tout ce qu'on a déjà dit auparavant, je ne vais pas le répéter ici. Non, j'ai compris, on en a déjà parlé. Voilà, oui. Voilà, rien que pour ça, mais évidemment, pour lui, il le vit toujours comme étant une relation. Hein. Donc, d'où le gros malentendu avec les partenaires. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans un décalage complet entre ce qu'on pourrait nommer les attentes relationnelles du partenaire et la manière dont l'évitant conçoit, définit la relation selon sa perspective à lui. Oui, c'est ça, il transpose finalement quelque chose qu'il a vécu à la petite enfance, avec ses parents. C'est-à-dire quelque chose qui n'est pas sécure et où on réprime ses émotions. Alors, une question un peu hors piste. Mais ça ne veut pas dire que j'aime pas mes parents. Oui, c'est ça, je les aime. On est d'accord. Hein. C'est ça. Une petite question un peu... Donc, plus tard, ça veut dire j'aime mon partenaire. J'aime mon partenaire, je l'aime comme ça. Mais à distance. Non, mais oui. Voilà. Avec une certaine distance contrôlée. Avec une certaine distance. Contrôlée, c'est ça. Oui, exactement. Alors, une petite question un tout petit peu qui n'est pas hors sujet, mais qui n'était pas prévue. Selon toi, quels sont les éléments qui vont quelque part permettre à l'évitant de se remettre en question? Qu'est-ce qui va, si tu veux, ici venir casser cette mécanique qui, fondamentalement, est structurellement incompatible avec l'idée de la relation si elle n'est pas travaillée? Souvent, ce qui fait évoluer quelqu'un sur différents plans, d'ailleurs, hein, mais je parle ici sur un plan plutôt introspectif, c'est des crises existentielles. Crise existentielle. Ça peut être un deuil, ça peut être une séparation. Ça peut significative, être, une séparation significative. Un deuil significatif aussi. Ok, oui. Donc voilà, tout ça, ça peut créer une sorte de tremblement interne hein, qui rejoue les cartes en quelque sorte internes. Hein. Quelque chose qui bouge. Je ne peux plus continuer de cette manière. Il va falloir que je me réinvente. Donc c'est l'identité qui est souvent percutée à ce moment-là. Et donc là, on peut commencer à se poser des questions. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de changement encore ici, mais se poser des questions. Souvent, on va parler des évitants qui vont arriver suite à des crises de couple ou des répétitions d'échecs dans leur couple. Et qui se disent au bout d'un moment, il faut que j'aille voir quelqu'un parce qu'il y a quand même cette perspective où on se dit, tiens, soit on me reproche souvent la même chose, soit je commence à voir avec l'expérience que je suis souvent le dénominateur commun à toutes ces histoires, ou en tout cas, il y a toujours quelque chose qui m'appartient là-dedans, plutôt, ce serait plutôt ça. Et qu'au bout d'un moment, j'ai besoin d'évoluer, que j'arrive pas à évoluer par moi-même. Et comme ça m'a fortement affecté ce qui s'est passé, c'est-à-dire le deuil, la séparation, tout ça. À ce moment-là, je vais
je vais pour voir un peu ce qui se passe. Et qu'est-ce que j'ai comme problème? Qu'est-ce qui se passe là, pour l'instant, dans ma propre vie? Oui. Mais donc, on n'est pas encore dans une perspective de changement ici. Hein, on est plutôt dans la phase de contemplation. On se dit, tiens, voilà, on commence à regarder, à chercher à gauche, à droite, on entend des trucs, mais voilà, on n'est pas encore dans quelque chose qui relève qui va dans le sens d'un véritable changement. Hein, on est occupé à tâter un peu le terrain. J'ai peut-être quelque chose qui ne va pas tout à fait. Qui fonctionne pas Oui, tout à j'ai fait probablement quelque chose qui n'est pas tout à fait... mais on ne l'attribue pas correctement. Ils ne l'attribuent pas correctement. Non, on ne correctement, l'attribue pas correctement. c'est ça. Mais donc, ils sont conscients partiellement qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, c'est ça. Mais au bout quand même d'un certain temps, donc c'est rare, pour moi en tout cas, dans mon cas ici, j'ai rarement des personnes évitantes qui ont 20 ans qui viennent me voir. C'est ça. C'est en général bien plus tard quand, je dirais, quand ils ont déjà eu échec sur échec, plusieurs échecs à répétition, dont des pertes significatives. Là, peut-être éventuellement, il peut y avoir une remise en question. Oui, c'est-à-dire on se questionne. C'est-à-dire là, jusqu'à donc pendant toutes ces expériences, je suis comment dire, on est incompatible. Hein, en gros, c'est ça. Ah, c'était pas la personne qui me convenait. Bon, le problème, c'est que quand on fait 5-6 fois la même chose, ben, on commence à se dire, bon, il y a peut-être quelque chose aussi qui vient de moi. Et donc là, on commence pas à se dire, je suis responsable de quoi que ce soit, sauf que, en fait, l'expérience qu'on aura eue comme ça pendant toutes ces années avec différents partenaires, ben, ça commence à nous faire comprendre qu'il y a peut-être quelque chose qui nous appartient là-dedans. C'est ça. Voilà. Et donc, c'est comme ça qu'ils arrivent plutôt déjà à un certain âge. Rarement à 20 ans. 20 ans, on n'a pas encore d'expérience. Non, on n'a pas un seul patient de 20 ans. Évitant. Oui, non, mais voilà. Oui. Voilà. Des anxieux, il y en a, mais pas des... Mais Arnaud, donc, il y avait une évitante, d'ailleurs dédaigneuse, qui m'a dit une parole, moi, qui m'a un tout petit peu choqué. Ok. Elle m'a dit, j'ai fait 15 ans de thérapie, 15 ans de thérapie. Et je vais vous dire que la seule manière pour nous, éventuellement, d'entamer un changement, c'est de goûter aux conséquences de ce qu'on met en place. C'est-à-dire qu'en fait, il faut vraiment qu'on goûte aux conséquences, si tu veux, aux conséquences relationnelles de l'évitement. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a appelé notre première entrevue les conséquences relationnelles et qu'on a beaucoup misé là-dessus parce que il semblerait, et ça aussi peut-être c'est lié à la petite enfance ou c'est lié justement à l'enfant, que l'enfant n'arrive pas nécessairement à mesurer correctement le lien entre ses comportements et les conséquences. Et il y a un rapport à la réalité qui est distendu, un rapport à la réalité qui est déformé. C'est-à-dire, j'ai envie de faire ce que je veux, mais il ne doit pas y avoir de conséquences au fait que j'ai envie de ça. Parce que finalement, Arnaud, entre nous soit dit, et là on commence un peu à ouvrir le débat un peu plus libre, le fait qu'une personne veuille des liens, ça pose pas de problème. Je veux dire, il y a des gens qui veulent que des liens, que des coups d'un soir, excuse-moi. Tu as des gens qui veulent des relations de type sex-friend. Il y a plein de sortes aujourd'hui dans les sociétés modernes, bon, pas dans les sociétés traditionnelles, il y a plein de formes de cadres. Le fait que quelqu'un veuille un lien léger et soit conscient que le lien léger est finalement ce qui l'arrange le mieux, ma foi, ça pose aucun problème à partir du moment où il y a un consentement mutuel de la part des deux individus. Le problème avec ce que tu viens de dire, c'est que même chez les évitants qui semblent être conscients de leurs besoins de distance, du fait qu'ils ne seront pas là pour, comment dirais-je, s'apesantir avec les besoins de l'autre, il semblerait qu'il n'ait pas nécessairement une propension à dire, écoute, moi je veux plutôt un type de relation de ce genre-là. Ça veut dire, en fait, c'est comme si ils savent intuitivement que s'ils proposent une relation qui est de type lien, la chaleur relationnelle dont ils ont besoin n'est plus disponible. Et donc là, ça pose un énorme problème. C'est-à-dire que à partir du moment où on a besoin d'une chaleur relationnelle, inévitablement, on doit aller plus loin dans l'engagement, on doit aller plus loin dans l'intensité de la relation. Et aller plus loin dans l'intensité de la relation entraîne une série de conséquences. Et c'est comme si, chez l'évitant, le lien entre les actes et les conséquences, il y a quelque chose qui ne va pas. Et je te dis ça parce que
j'ai eu des discussions très profondes avec des évitants qui étaient déjà très conscients de leur évitement, donc même des coachs évitants, tu vois. Donc je parle pas d'évitants lambda, donc on parle vraiment d'évitants qui ont vraiment conscience, ils comprennent la théorie de l'attachement. Et tu me connais, donc quand je rentre dans des discussions et des débats, je pousse loin, et j'ai comme l'impression que là, il y a un chaînon manquant entre « Ok, je vais mettre ça en place, c'est quoi les conséquences ?» Ben, le lien ne se fait pas, naturellement. Ça vient aussi de l'âge émotionnel qui s'est bloqué, ça? Oui, en fait, ce qui se passe dans la petite enfance, si on parle par exemple de conséquences relationnelles, il n'y en a pas, et c'est plutôt l'inverse. Ils sont valorisés sur le plan émotionnel. D'accord. C'est le petit enfant modèle, Ok. c'est le petit enfant qui sait s'occuper seul, qui est autonome, regarde déjà tout ce qu'il sait faire à son âge, il prend ses jouets, il prend ses trucs, et il gère ça tout seul. Donc en réalité, il n'y a pas de conséquences relationnelles. C'est ça. Sauf qu'il y a quand même quelque chose qu'il faut mettre ici en perspective, c'est que pour l'évitant, la relation qu'il entrevoit, c'est une relation où l'autre est quelque part son parent symbolique, sur le plan émotionnel. Donc ça veut dire qu'il devrait agir comme ses parents ont agi, donc valoriser plutôt cette distance émotionnelle plutôt que de la combattre et de se plaindre. C'est ça. D'accord. Donc c'est quelque part, encore une fois, on l'a dit dans l'émission précédente, je veux de l'amour inconditionnel, mais moi, mon amour est conditionnel. Donc effectivement, c'est toujours la même perspective. Donc il faut transposer l'évitant dans la petite enfance avec son parent. Ouais. Son parent valorise sa manière d'être en lien. Et donc, c'est important ça, parce que tout à fait. sinon, on ne comprend pas ce qui se passe à l'âge adulte dans la relation amoureuse pour l'évitant. C'est qu'il entrevoit sa relation amoureuse qu'à travers ce prisme-là. Donc, le partenaire doit être aussi compréhensif que le parent. Et en plus de ça, il doit valoriser ce comportement. Oui. Il doit valoriser ce comportement, il ne doit pas se plaindre et il doit l'accepter. Oui, il l'accepte parce qu'on l'a accepté plus tard. Lui, il a lutté justement pour ne pas exprimer ses émotions. Et on a valorisé ça dans sa petite enfance. C'est ça. Et donc, quand tu interroges, il pleure pas, il ne tape pas de grande colère, etc., etc. Mais donc, quand tu interroges un évitant sur la définition même de la relation, c'est-à-dire qu'est-ce que pour toi une relation, ben, ça donne une version traduite en langage adulte apparent de ce que tu viens de dire. Oui, parce que lui-même, oui, mais ça veut dire que lui-même, en fait, n'est pas conscient de ça. C'est ça. Oui. Il ne se dit pas, en fait, oui, je suis en lien, oui, je cherche un parent, mais parfois il exprime. Voilà, j'aimerais bien que tu me traites plutôt, que tu aies plus comment on va dire ça, de bienveillance à mon égard, mais plutôt un truc parental, quoi. Alors la bienveillance est dans le couple aussi, c'est pas la question. Tout à fait. Mais on est moins dans quelque chose de symétrique sur la gestion émotionnelle. Oui. Et plutôt de parent-enfant. Donc et ce qui est en fait déstabilisant, c'est que sur le plan cognitif, il y a une symétrie, mais une fois qu'on passe sur le plan émotionnel, il y a une asymétrie directe. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Et ça qui est perturbant. Oui. Alors, j'en reviens en fait à l'incapacité à gérer les conflits. Parce qu'un conflit chez un évitant, c'est pas une opportunité d'évoluer. Non, c'est un désamour. C'est un désamour, voilà. Donc, quelque part, on sait, enfin, toi et moi savons que le conflit est une opportunité. Enfin, évidemment, on parle de conflits sains, encore une fois. Voilà. Les conflits sains sont consubstantiels à une relation saine et à la possibilité d'évolution. Semblerait-il que l'évitant, lui, est plutôt dans une sorte de recherche de confort psychologique, dont on a déjà parlé, on a fait une entrevue très exhaustive sur la question, je veux la paix. Et donc tout conflit, qui est vu comme un désamour, entraîne, si tu veux, énormément de problèmes. Et je te cite ici, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un évitant pendant un conflit, en fait. Tu vois, donc 1991, Hazan et Kobach, donc c'est sur l'attachement et le mariage ici. Qu'est-ce qu'elle montre l'étude ?
Kobach et Hazan ont documenté en 91 que les évitants, 1991 pour les Belges, que les évitants utilisent massivement le retrait et le stonewalling pendant les conflits. Le stonewalling, ça n'a pas été traduit, c'est une sorte, je mets un mur en fait. C'est-à-dire que dès qu'il y a un conflit, bouf, je coupe en fait. Ce ne sont pas des stratégies de résolution, ce sont des stratégies d'évitement pur. Pour l'évitant, le conflit n'est pas une opportunité de mieux se comprendre, c'est un danger existentiel. Un enfant de 7 ans face à papa ou maman est colérique, en colère, panique et pense qu'il va être abandonné. L'évitant adulte vit le conflit exactement comme ça. Voilà, c'est exactement ça. Donc il y a un lien vraiment entre la petite enfance, la manière de se comporter dans la petite enfance et ce qui va réactiver ces peurs où ils ont réprimé leurs émotions. Hein. Donc dans la découverte des émotions, chez eux, il y a une répression de ce qu'ils ont vécu comme étant, en termes d'intensité, beaucoup trop fort pour leur système nerveux et psychologiquement parlant. Eh ben, en fait, dans la relation amoureuse, cette dimension-là est réactivée. Ok, d'accord. Okay. Et donc, comme elle est réactivée, ben, on aura le même type de comportement, tout simplement. Oui, c'est ça. Donc en fait, on reproduit encore une fois une scène primale ici. Oui. C'est ça, hein? Oui, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, je me comporte exactement de la même manière. En fait, même activation, même cause, même comportement. C'est-à-dire, je ressens à nouveau ces émotions qui veulent, comment dire, presque, enfin, qui viennent, enfin, cette dimension émotionnelle qui vient m'impacter. J'ai directement un comportement automatique qui se met en place. Je fuis de toute façon. Si je peux pas fuir, je réprime. Mais de toute façon, je me mets toujours à distance de ces émotions parce que pour moi, je n'ai jamais appris en fait à les vivre, à les expérimenter pleinement. J'ai toujours vu sur le plan cognitif. Et c'est pour ça que, en fait, comprendre quelque chose d'un point de vue cognitif, théoriquement ou mentalement, ça n'a strictement rien à voir avec la dimension expérientielle. La dimension expérientielle, ça nous permet de vivre une réalité avec tous nos sens. Ok, c'est ça. Donc si on n'a pas fait cette expérience-là, eh bien, évidemment que on est quand même, on est très restreint en fait dans l'échange sur ce même plan émotionnel avec un partenaire. Oui. Mais parce c'est comme si on était un peu handicapé par rapport à ça. C'est ça. Alors, un handicap émotionnel, on va dire. C'est ça. Mais en tant que psychologue clinicien, tu confirmes tout ce qui est documenté, c'est-à-dire que ça peut se corriger, ça. Mais en fait, la question de l'apprentissage, en fait, c'est pas le problème de l'apprentissage. Le premier problème pour l'évitant, c'est d'abord que c'est décelé très tard. Ok. Et je parle décelé pas par un psy ou quoi que ce soit, déjà par lui-même. Dire j'ai un problème, en fait, il n'y a pas de problème. Oui, c'est ça. Moi, j'ai pas de problème. Voilà. Je suis juste incompatible individuellement. Souvent, c'est ce qui va ressortir. Oui, c'est ça. Donc, il faut quand même de l'expérience pour comprendre qu'on peut avoir un problème sur le plan, je dis bien, relationnel amoureux, pas sur les autres plans. C'est important quand même de préciser ça. Bien sûr, bien Voilà. sûr. Oui, parce que justement... qu'on pourrait dire en fait, mais non, alors je ne fonctionne pas bien dans tous les domaines de ma vie, c'est faux. C'est ça. Il fonctionne bien dans tous les domaines de sa vie, sauf la dimension relationnelle est plus compliquée, mais on sait pourquoi. Oui, oui, tout à fait.